combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Pauline qui a créé Avec Amour le burger. Pauline, merci beaucoup de participer à ce podcast aujourd'hui. J'ai une petite question pour commencer ce podcast. C'est quoi ton combo gagnant ? Bonjour Julie. Écoute, le combo gagnant, le sourire et la rigueur. Et ça va ensemble. Je pense que le sourire, ça se donne, ça s'offre, ça se transmet et ça t'apporte de l'énergie. Enfin, tu vois, genre ça en transmet aussi. Donc c'est hyper important au travail. Bon, ça arrive d'avoir des moments down, mais justement, enfin, je pense que dans une équipe, quand il y en a un qui va moins bien, si l'autre lui sourit, voilà, sa journée elle est refaite, quoi. Et ça c'est hyper important. Et la rigueur, alors, tu sais, dans les codes comme Color et Disque, moi je suis bleue, donc je ne suis que rigueur. Et je pense que pour la gestion d'un restaurant et d'une équipe, c'est hyper important. Enfin, vraiment d'avoir une routine et que tout soit hyper carré pour pas partir dans le flou artistique. Et donc, pour moi, c'est vraiment les deux choses importantes au travail, c'est mon combo gagnant. Génial, on va commencer. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton parcours, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis co-gérante d'Avec Amour le burger. Donc, c'est 3 restaurants de burgers situés à Paris. Donc, le premier à Belleville, le deuxième à Montreuil, le troisième dans le 14e. Et on fait donc du burger 100% maison, principalement en livraison et à emporter. Et à la base, rien ne me destinait à ce monde-là parce que je suis juriste en droit des transports et j'ai fait des études en droit des transports maritimes. Donc rien à voir. Et j'ai rencontré mon conjoint et associé dans ce monde-là, dans un cabinet d'expertise marchandises transportées. Et c'est un peu le destin qui nous a menés à ça. Enfin, c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, une rencontre, une opportunité. Et bam, Antonin s'est lancé en 2019. Il a longtemps hésité et il s'est dit, allez, c'était, tu vois, un an avant ses 30 ans, il y avait un petit peu un côté symbolique. Et je me suis lancée 1 an plus tard, au moment de l'ouverture du 2e restaurant à Montreuil. Et ça t'a pas fait peur de te mettre à travailler avec ton conjoint ? On avait passé une sorte de pacte. En fait, tout ça s'est fait. Enfin, on a réalisé que ce serait chouette de travailler ensemble lors d'une randonnée. Donc c'était l'été, post-confinement. Belleville avait explosé au niveau du nombre de commandes pendant le confinement. Donc on était en vacances forcément en France. Et moi, pour le coup, j'étais vraiment restée toute seule dans l'appartement, en télétravail, à gérer des sinistres. Donc c'était pas très gai et j'avais pas eu un super manager. Et donc voilà, j'étais pas au top et je voulais autre chose. Et en discutant, on s'est rendu compte que lui avait besoin de quelqu'un pour reprendre tout le côté administratif et stabiliser le premier restaurant, mais aussi le deuxième qui était sur le point de s'ouvrir. Et moi, j'avais besoin d'autre chose et on s'est dit go. Et j'ai dit ok, il y a juste un truc, je veux faire quelque chose de manuel, donc pourquoi pas les desserts ? Et donc, je me suis aussi lancée dans les desserts. Et le pacte, c'était on teste. Et si ça va pas, en fait, je suis la 2e à arriver, donc c'est moi qui partirai. Et voilà, on fera pas d'histoire, il y a pas de souci, enfin ça peut arriver. Mais dans le fond, comme on s'était déjà rencontrés au travail, c'est lui qui m'avait formée sur mon poste avant de le quitter. Et donc pendant 3 mois, on a bossé ensemble et on a vu que c'était possible, quoi. Enfin, on s'était super bien entendus, donc voilà. Et pour te lancer sur les desserts, t'as fait une formation ? Tu es en formation ? Comment ça se passe ? Non, je me suis lancée comme ça. Après, on parle pas de pâtisserie, de grande pâtisserie. C'est vraiment cookies, gâteau yaourt. En ce moment, gâteau yaourt, à l'époque, c'était banana bread. Donc, chercher la recette. Et à ce moment-là, je faisais déjà beaucoup de banana bread. Donc, trouver la bonne recette, mais par contre, que tu peux faire fois 200, quoi. Parce qu'à Montreuil, on a une cellule de surgélation. Donc, quand on fait des desserts, c'est par 200, 250. On met en cellule de surgélation et au congélateur. Et ensuite, c'est cuit en fonction des besoins. Franchement, c'était une phase trop sympa parce que tu réalises que c'est ça ton travail. Et tu te dis, c'est quand même pas mal, c'est chouette. Et puis, à côté de ça, reprendre de A à Z la gestion d'un restaurant. Et puis, en gros, j'avais une bannette de documents. Et je me disais, on va commencer par cette bannette de documents. Et puis, petit à petit, tout remettre d'équerre. Et non, c'était une chouette période. Et puis, tu vois, on travaille toujours ensemble. Donc ça marche bien. Et pourquoi vous vous appelez Avec Amour alors ? Avec Amour, c'est l'un de nos associés, David. Parce qu'on est pas mal d'associés. Antonin et moi sommes associés majoritaires. Mais on a aussi les 2 meilleurs amis d'Antonin et un autre associé, Razel. C'est David, l'un des meilleurs amis d'Antonin, qui est venu avec ce prénom un jour alors qu'on était en brainstorming et qu'on savait pas du tout quel nom on allait donner à ces restaurants. Parce qu'à l'époque, Belleville, ça s'appelait La Belleville 78.
Non, Belleville Maison. Belleville Maison 78, après un nom vraiment que tu ne retiens pas, quoi. Donc il nous fallait quelque chose un peu qui fonctionne. Et donc, ouais, avec amour, et ça nous a semblé parfait parce que. Je sais pas, c'est un peu significatif de l'ambiance, mais aussi du tout maison. Ça te donne une bonne vibe, je trouve, au restaurant de s'appeler comme ça. Tu peux être sûr qu'il y a une bonne ambiance. Et justement, alors quand aujourd'hui vous avez 3 restaurants, comment est-ce que vous avez constitué les équipes ? Comment vous avez recruté les personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui ? Ça s'est fait en fait hyper naturellement parce que donc au début à Belleville, il y avait donc les associés finalement. Puis, donc, comme je disais, avec le confinement, l'explosion du nombre de commandes, il a fallu recruter. Et donc, ça s'est fait par cooptation, genre, est-ce qu'on connaît pas quelqu'un qui... Et donc, nos 2 premiers salariés en dehors des associés, c'est comme ça qu'ils sont arrivés, c'est par cooptation. Et puis, au moment de l'ouverture de Montreuil, donc on a un peu divisé l'équipe pour que, forcément, il y ait des personnes un peu plus responsables et avec de l'ancienneté qui arrivent à Montreuil. Et pareil, on a fonctionné par cooptation. Et donc, ce système est resté quand on a besoin de quelqu'un, on fait appel à l'équipe. Les gars... J'ai écouté l'épisode d'Hugo qui à un moment précise « Oui, alors, en fait, c'est très masculin comme domaine. Effectivement, je vais dire les gars tout le temps. Je suis la seule fille d'Avec Amour. » Donc, Ah ouais, carrément, d'accord. Donc, voilà. Donc, on va les voir et on leur dit « Ok, les gars, on a besoin de quelqu'un dans tel restaurant. » Parce que, c'est quand même important au niveau géographique dans Paris. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé pour le job ? Et puis voilà. Et puis après, nous, on n'a que des CDI. Donc il y a 1 mois de période d'essai, et donc ce mois est assez déterminant parce que on voit vite si la personne est faite ou non pour travailler dans la restauration rapide. Oui, c'est ça. Et justement, quel trait de personnalité est-ce que vous cherchez chez vos employés ? La chose la plus importante, c'est le sourire. Là, on a eu à recruter énormément ces derniers temps. Et en fait, c'est via le sourire, tu vois, tu sens la vibe de la personne, tu sens l'enthousiasme, l'envie d'être là. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Parce que, tu vois, il y a un salarié d'ailleurs qui n'est pas resté, qui a fait son mois de période d'essai. On lui a dit, écoute, c'est pas trop possible. Parce que, alors, je sais pas si c'était de la timidité. Les premiers jours, c'était peut-être de la timidité, mais il nous regardait pas dans les yeux. Et puis en fait, au fur et à mesure du mois, il souriait même pas. On sentait qu'il était pas content d'être là, quoi. Donc, en fait, ça marche pas. On peut pas transmettre... on n'a pas les mêmes valeurs et on peut pas transmettre nos valeurs avec quelqu'un qui a pas envie d'être là, quoi, tout simplement. Et puis surtout quelqu'un qui est face à un public toute la journée. Ouais. Donc, en réalité, si on n'a pas le sourire et qu'on donne pas envie aux personnes de commander et d'être... c'est ça. Après, face au public, pas forcément, parce que sur Montreuil et Belleville, c'est beaucoup à emporter. Donc, ce sont les managers et runners qui gèrent la clientèle. Mais rien que pour le bien de l'équipe, en fait, par cooptation, l'objectif, c'est aussi que tout le monde se connaît. Et donc, tout le monde s'entend bien. Et franchement, je touche du bois. C'est vrai qu'on n'a jamais eu d'incident majeur, de personnes qui s'entendent pas, de mésententes, tu vois, importantes. Et il y en a eu peut-être une il y a 4 ans, et on transfère d'un restaurant à un autre, et tout va bien. Si on veut garder la personne, et qu'on sait que cette personne, elle partage nos valeurs, et que c'est juste une mésentente dans l'équipe, ok, on agit. Mais si la personne, elle s'intègre pas, l'intégration, elle est quand même assez importante, parce qu'après, en fait, on passe notre vie avec ces gens-là, au boulot. Comme le dit Antonin, il connaît mieux, il sait exactement qui prend quel café, comment, court, long, double ou pas, alors que, c'est pas le cas pour certains membres de sa famille, tu vois, c'est vraiment, je trouve que ça veut tout dire, quoi. Et vous avez combien d'employés, justement, par restaurant ? Par restaurant, 9. Ok, donc oui, effectivement, vu que c'est une petite équipe, tout le monde n'est pas obligé de s'entendre parfaitement, mais il faut qu'il y ait quand même un esprit d'équipe qui perdure, quoi. Et donc, côté valeurs, est-ce que vous avez un petit peu formalisé quel type de valeurs vous cherchiez parmi vos candidats et vos nouvelles recrues ? Il y a clairement donc l'enthousiasme, la bienveillance et au-delà de ça, je pense l'entraide. C'est faire le 1% de plus pour aider ton prochain, tu vois. Et ça, c'est hyper important dans nos équipes. Si t'as fini le savon dans ton distributeur, c'est toi qui l'as fini, ou le rouleau de papier toilette chez toi, tu vois. C'est vraiment la même chose, c'est pareil dans la restauration. Tu le changes. Et du coup, tu évites à la personne suivante de devoir le faire. Et donc, ça fonctionne pour la mise en place, pour la préparation, pour le nettoyage des cuisines, pour tout. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour nous et qui apporte aussi une certaine flexibilité.
Parce que si t'es prêt à l'entraide et donc à aider ton prochain, ça veut dire que si un tel a un rendez-vous médical demain et peut pas assurer son shift, tu es d'accord pour le remplacer et il te remplacera la fois d'après. Et donc en fait, ça on aime dans nos équipes, avoir une certaine flexibilité. C'est ne pas tout noter, ne pas poser un congé à un tel parce que il a un rendez-vous aux finances publiques ou chez le médecin, mais juste dire vois pour te faire remplacer et puis tu reprendras le shift et voilà, tu vois, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour nous. À ce moment-là, toi, t'étais pas encore rentrée dans l'aventure, mais t'as vu donc ton conjoint Antonin se lancer. Pour toi, c'est quoi le plus gros challenge quand on se lance dans la restauration ? Alors, le plus gros challenge que j'ai particulièrement vécu avec l'ouverture du 3e, c'est que c'est un vrai marathon, l'ouverture d'un restaurant. Et c'est un marathon qui commence 6 mois avant et qui se termine quasiment pas, tu vois, qui dure pendant 1 an après l'ouverture, parce que la première année, elle est assez fatidique, tu vois, elle est hyper importante. Faut tenir. Donc, il y a un côté stratégique, mais qu'on oublie parce qu'on est la tête dans le guidon. Mais il faut savoir relever la tête, il faut savoir faire des pauses, il faut savoir aller au ravito. Et tu vois, et ça, c'est, je trouve, la chose la plus difficile, la gestion du temps. Et d'avoir aussi... parce qu'en fait, il y a tellement de choses à penser. Aujourd'hui, après l'ouverture du 3e, j'ai fait un board Notion, tu vois, avec toutes les étapes de l'ouverture d'un restaurant et tout ce à quoi il faut penser. Mais aussi tout le long de la vie du restaurant. Et en fait, il y a des choses, on n'a juste pas le temps de le faire. Par exemple, t'ouvres ton restaurant, tu contactes des fournisseurs, tu négocies tes prix. Sauf que 6 mois après, il faut revoir ta mercurielle, il faut renégocier tes prix. Et ça, en plus de gérer ta com et ton marketing, en plus de gérer ton recrutement et tes ressources humaines, en plus de gérer ta relation avec Uber Eats, et en fait, il y a un moment où, si t'es la tête dans le guidon, que tu ne songes pas à respirer, t'es KO, tu finis pas ton marathon et c'est plus possible. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans la restauration. C'est la gestion du temps, apprendre à déléguer aussi, ce qui est pas toujours possible, mais du coup à s'organiser aussi et à juste faire des pauses. Et tu parlais de Notion, c'est un outil que vous utilisez souvent ? Alors, il n'y a que moi qui l'utilise parce qu'Antonin n'a pas réussi à s'y mettre. C'est quand même un peu complexe. Au début, on l'utilise aussi chez Combo. Et moi, quand je suis arrivée, effectivement, j'étais un petit peu... Je ne savais pas trop quoi en penser. Et une fois que tu as trouvé effectivement les bons automatismes et les bons boards pour avoir plus de visibilité, ça t'aide de fou. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu as noté combien d'étapes alors pour ouvrir un restaurant sur ton board Notion ? Je crois qu'il y a environ 10 dossiers, tu vois, parce qu'il va y avoir hygiène et sécurité, toutes les démarches administratives, au-delà des démarches administratives, il y a toutes les démarches comptables, et puis recrutement, gestion des plateformes de livraison, marketing et communication. Mais en fait, avec le 3e restaurant, c'est ce qu'on a ressenti, on a géré énormément avant, et on se disait, ok, on est pas mal là, on est prêt pour l'ouverture, et donc ouverture égale c'est good. Parce qu'après, on sait, tu vois, on sait faire des burgers, on sait que on aura des personnes avec une certaine ancienneté qui sauront former les nouveaux, on sait... Mais en fait, pas du tout, ça ne s'arrête pas du tout à l'ouverture. Et en fait, à partir de 3... après, ça, c'est assez personnel parce qu'il y a des restaurateurs pour qui le 2e a été plus difficile que le 3e et d'autres pour qui c'est plus tard que ça se complexifie. Mais on est passé du coup à une 30aine de salariés et donc tout a un peu changé pour nous. Il a fallu qu'on utilise des nouveaux outils. Autant tu peux te dédoubler, mais tu peux pas te détripler. Et en fait, à Montparnasse, en plus, on parle de la rive gauche, on est à 1 heure en transport de Montreuil. Et donc, tout est devenu un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que ce 3e restaurant a été un immense challenge. Mais bon, on en est sorti et on est content. Ouais, c'est un peu l'étape, le palier du dessus. Comme quand on a des enfants, il y a un moment où il faut changer de voiture. Là, pour le coup, vous êtes équipés. C'est exactement ça, ouais. Et quel type d'outils, alors ? Est-ce que tu as souscrit à de nouveaux outils ? Est-ce que tu as mis des process plus stricts en place ? Qu'est-ce qui a vraiment changé côté outils et process ? Alors, franchement, on a beaucoup tâtonné, testé pas mal d'outils. Donc, Notion, c'est vraiment pour moi et mon organisation perso. J'y fais mes rétro-planning. Tu vois, j'ai vraiment pas mal de files comme ça, mais que j'utilise pour moi. Et après, on a un drive commun à tous les restaurants. Dans chaque restaurant, on a les tablettes. Et donc, sur chaque tablette, il y a le drive et tout le monde peut y accéder. Tout est dedans par dossier. Donc, hygiène, sécurité, révision des équipements, RH, etc. Et donc, ce qui fait que les gars peuvent onboarder absolument toutes les informations dessus. Et s'il y a un contrôle,
voilà, toutes les informations sont dessus aussi. Ça, c'est un sujet qui m'inquiétait énormément il y a 2 ans, c'était la sécurité informatique. Je sais pas pourquoi je me suis fait une lubie là-dessus. Je trouvais que c'était pas assez sécurisé et si on perdait tout, je me disais mais c'est terrible quoi, on peut pas tout perdre et on sait jamais. Je crois que c'était au moment de l'explosion des serveurs. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était OVH, il y avait eu un problème avec OVH, je crois. Donc maintenant, on a un NAS. Alors, me demande pas parce que techniquement, je suis vraiment hyper nulle dans tout ça, mais tout est sécurisé. Donc voilà, je suis rassurée. En termes de communication dans les équipes, on a des groupes WhatsApp qu'on essaie d'utiliser maintenant le moins possible. Et c'est vraiment, tu vois, là ce matin, une info d'Antonin sur le groupe Belleville en disant « Un technicien Verisure passe demain ». Et comme ils ont interdiction de faire rentrer n'importe qui dans le local, une photo du gars, pas de souci, il peut rentrer, tu vois. Et on a des tableaux de communication, mais alors ça c'est vraiment bête et méchant, ardoise, sur lesquels en fait les équipes peuvent noter donc les vacances de chacun, il y a les plannings qui sont dessus, il y a un calendrier un peu marketing pour indiquer notamment les matchs à venir, parce que c'est hyper important pour nous. Donc voilà, jeudi, il y a un match hyper important, France-Espagne. Donc il va falloir commander un peu plus mercredi soir pour le jeudi. Et ils peuvent aussi noter quand il y a des DLC courtes, des stocks qui arrivent un peu sur leur fin. Quand on a préparé ensemble ce podcast, on a parlé d'un moment qui devait être difficile pour toi, Antonin, et vos associés. 12 personnes ont démissionné Avec Amour d'un seul et même restaurant. Comment est-ce que toi, avec du recul maintenant, tu l'expliques ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, alors il y a un salarié qui a démissionné. Je crois qu'en fait, il nous a demandé il n'y a pas longtemps à revenir, donc c'était vraiment il voulait faire un break, rentrer chez lui et voir. Donc il a démissionné, qui s'est tout à fait bien passé. Et après, il y a 2 autres salariés dont on s'est séparés parce que... alors j'aime bien cette image qu'avait notre ancien boss avec Antonin, d'une route en sens unique, et t'as les trottoirs sur les côtés. Et en fait, que ce soit pour un enfant, pour toute personne dans une entreprise, c'est ok d'aller un peu sur les côtés, tu vois. Tu fais ton chemin et tu vas un peu sur les côtés, t'es pas obligé de rouler tout droit. Mais en revanche, t'as pas le droit de monter sur le trottoir. Et ils sont montés sur le trottoir plusieurs fois, et on les avait prévenus, et donc au bout d'un moment, on a dit, bon, écoutez, là, c'est plus possible. Donc il y a eu des retards, des absences non justifiées, ils ont fumé dans le local, voilà. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, c'est plus possible. Et ça a été super difficile parce que, tu vois, ça reviendra après, mais on ne savait pas se séparer des gens. Mais bon, il fallait. Et donc ça, c'était en février, et en mars, mi-mars, il s'avère qu'on a un chef qui souhaitait une augmentation, alors que ça faisait des mois que ça n'allait pas. Et en fait, depuis la fin de l'année 2024, moi j'ai mis en place des entretiens bimensuels avec les managers et les chefs. Donc on discute de ce qui va, de ce qui va pas, des projets, tu vois, je parle aussi des campagnes marketing. Je leur demande comment ils vont, mais de manière professionnelle et personnelle, tu vois, c'est vraiment une discussion un peu à cœur ouvert. Et il s'avère que, avec ce chef-là, on discutait depuis quelques mois du fait que, voilà, il était plus dedans, il se donnait plus, quoi. Et donc là, sa demande d'augmentation, elle tombe et on lui dit, non, tu vois bien que là, tu fournis pas les efforts nécessaires et on en a déjà parlé. Et donc, on lui a dit, écoute, si ça peut te motiver, on peut mettre en place des primes trimestrielles, tu vois, à l'objectif. Et on a fait ça pour un de nos managers, on trouve que ça fonctionne bien, donc on te fixe des objectifs, tu vois, en fonction des discussions qu'on a eues lors de nos discussions bimensuelles. Et puis si tu as atteint tes objectifs, on en discute aussi, et puis tu as une prime. Et dit non, je veux une augmentation. Donc bon, tout ça se fait sur plusieurs rendez-vous, mais on finit par lui dire, écoute, on est peut-être juste plus alignés, tu vois, au niveau des valeurs, au niveau des attentes. Et donc c'est peut-être le moment de se séparer, on te laisse réfléchir à ça, voilà. Et donc, il réfléchit et il nous dit, effectivement, je m'en vais. Et en off, en fait, il annonce que s'il part, il part avec toute l'équipe. Donc, il a contacté absolument toute l'équipe. Et là où... il a pris cette demande d'augmentation pour une question de respect et d'honneur. Parce que cette demande d'augmentation, lui, il l'a basée sur des critères personnels. En fait, il avait besoin d'argent. On fait tout pour être très humain. En fait, quand on prend des décisions, on ne prend pas des décisions pour une personne, on prend des décisions pour un groupe. Et donc, on a essayé de lui expliquer ça, mais bon, bref, pour lui, c'est un manque de respect. Et il s'avère que je pense qu'il y a eu un peu 2 types de groupes. Il y a ceux qui sont partis un peu par loyauté, parce que cooptation oblige. Et donc, je pense que voilà, c'est un peu les affres de la cooptation. Et aussi d'autres par opportunisme, en se disant, oui, ça fait un moment que je voulais partir, est-ce que c'est pas le moment ? Et donc là, on a perdu 8 personnes.
Et pendant cette période, on a un autre salarié qui est monté sur le trottoir un peu violemment, donc un licenciement supplémentaire. Donc ça fait 12 départs en 2 mois. Alors heureusement pas sur le même restaurant, mais tu vois, on a perdu genre tous nos chefs. Donc tout ça s'est passé mi-mars, mais tout le monde est resté jusqu'à fin mars. Et donc les démissions, elles ont été actées fin mars. Donc en fait, ça nous a laissé 15 jours pour recruter massivement. Donc le 31 mars, on a 8 personnes qui sont parties. Et le 1er avril, on en a 8 qui sont arrivées. Donc toujours par cooptation, forcément, tout le monde n'a pas fait l'affaire. Et puis il a fallu former et ça a été hyper intense parce que ça a été hyper intense pour nos équipes parce que sur certains restaurants comme à Montparnasse, il restait plus que 4 personnes chevronnées. Donc pour eux, ça a été vraiment, on se retrousse les manches et il faut former. Et comme on fait tout maison, il y a énormément de préparation. Et donc nous, on a essayé de détripler pour le coup. Et puis nos associés ont été vraiment présents aussi. Et l'objectif, c'était un peu de pallier au manque dans les équipes, d'aider au maximum, de former, de transmettre nos valeurs dans un très court laps de temps et à beaucoup de personnes. Mais là, on sort de cette période. Et en fait, on a retrouvé une énergie incroyable dans les équipes. La première semaine, franchement, où tout le monde est parti, il y avait les nouveaux, on s'est dit, c'est chaud. On sentait que, nos anciens, ils étaient un peu tristes, ils étaient un peu perdus, puis en même temps, il y avait tellement de travail, et c'était une montagne, et on s'est dit, bon, allez, tu vois, on est tous dedans, on y va, et dès la 2e semaine, une énergie, incroyable, genre, tu vois, c'est Avec Amour qui est rené de ses cendres en l'espace d'un mois, tu vois, et vraiment, aujourd'hui, on est hyper contents des équipes, et puis, en fait, tout ça, c'est aussi arrivé à une période où nous, on quitte la haute saison du burger. Voilà, là, on rentre dans l'été, on va vendre un peu moins. Ça va laisser aux nouveaux le temps de... Enfin, ils sont déjà intégrés, il y a déjà une ambiance folle, mais de se former complètement sur les postes, quoi. Et tu parlais de votre drive partagé et de là, cette période d'onboarding qui devait être effectivement assez intense. Est-ce que vous avez d'autres process d'onboarding pour un peu tous les types de postes ? L'intégration, elle est hyper rapide, c'est-à-dire qu'ils se lancent directement en cuisine, on les forme. Et après, en fait, c'est vraiment nos chefs et managers qui nous reviennent en nous disant c'est un peu compliqué, on sent que ça lui plaît pas ou il est pas fait pour ça parce qu'on n'est pas forcément fait pour ça. Et donc, c'est vraiment au bout du 1er mois, quand on sent que la personne veut rester ou est faite pour rester, que on se lance vraiment dans l'onboarding parce que, surtout là, dans cette période où il y a eu 8 personnes à la fois, on s'est dit, on les laisse faire, on laisse les équipes gérer, on laisse voir comment les nouveaux intègrent toutes les notions qu'ils vont apprendre, et puis après, on avise. Quels enseignements t'en as tiré un petit peu de cette période qui devait être assez challengeante, assez difficile ? Partir ou laisser partir des gens, c'est assez ok, tu vois. Et en fait, on n'avait jamais eu de turnover. Jamais. Alors oui, il y a des personnes qui n'ont pas fait l'affaire. Tu vois, par exemple, j'ai embauché une de mes meilleures amies, une catastrophe. Ça s'est vraiment hyper mal passé. Mais non. Si, vraiment, ça s'est super mal passé. Voilà, ça arrive. On a eu aussi un runner, mais il y a 4 ans, et il était devenu beaucoup trop cool, et donc du coup, on s'est dit, ok, non, ça marche pas. Mais globalement... tu vois, en cuisine, vraiment zéro turnover, parce que bonne ambiance, parce que en fait, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Il y a une cohésion qui fait que personne n'a envie de partir. Et même nous, quand on voit que quelqu'un monte un peu sur le trottoir, on se disait non, mais on va juste lui taper un peu sur les doigts, faire un entretien de recadrage, et puis on va le garder. Mais vraiment, on n'avait jamais licencié quelqu'un, sauf une fois, parce que vol dans l'entreprise, c'est les cas un peu typiques qui arrivent. Ce que ça nous a appris, c'est que c'est ok de voir les gens partir, et c'est ok de... en fait, aussi faire partir les gens quand on ne partage plus rien, quand on n'est plus aligné. Personne n'est irremplaçable et il suffit de reformer et c'est pas grave. Et donc, en fait, nous, on a entretenu un système aussi où, pour faire rester, on disait oui et amen à tout, on recadrait, mais très gentiment. Et en fait, l'objectif, c'était, on était hyper attachés à tout le monde et on voulait garder tout le monde. Et je pense que c'était un peu le monde des bisounours, tu vois. Ce qui fait que ça s'est retourné contre nous parce qu'on a créé des divas. Parce qu'en disant oui à tout, en fait, à la fin, les personnes, elles veulent toujours plus.
comme elles veulent toujours plus, on leur donne des postes, tu vois, à responsabilité. Sauf que les responsabilités, c'est sympa, mais quand même pas trop pour eux, quoi. Et puis les bastaches, c'est plus non plus de leur ressort. Et donc finalement, on se retrouvait avec beaucoup de divas où on se disait, ok, donc là, on est sur des salaires assez importants, des gars qui n'ont plus tellement envie de se donner, comment on fait? Donc en fait, c'était le cas de ce chef, tu vois, qu'on essayait de rebooster, et puis qui finit par demander une augmentation. T'es là, non, voilà, c'est pas possible, et qui part. Et donc voilà, je pense que pour nous, c'était ce syndrome de diva. Et donc là, on a fait un peu table rase de nos divas. Et donc, on va faire hyper attention à ça. Et on a lancé un chantier management, tu vois, il y a 1 an. Donc, je pense que c'était peut-être l'aboutissement de ce chantier management. Et la dernière leçon est le fait que, il faut continuer des points réguliers avec nos équipes, fixer des objectifs, et pas dire oui à tout, et pas dire non à tout non plus. Juste un entre-deux. Tu l'évoquais à l'instant, mais depuis 1 an, donc tu es accompagnée par une coach, vous êtes accompagnée par une coach. Comment tu l'as trouvée ? Alors j'ai trouvé ma coach, donc Laurine Blandin, sur LinkedIn. Alors je me suis mise sur LinkedIn, je pense, il y a 2 ans, et j'écris assez régulièrement. Bon, cette dernière période, ces 2 derniers mois, un petit peu moins, mais j'essaie d'écrire un article par semaine. C'est mon exercice d'écriture, j'aime bien ça, ça me fait plaisir. Et puis... je sais pas, j'ai l'impression que s'est créé une sorte de communauté avec laquelle j'interagis, que je rencontre aussi, et qui aide un peu à combler cette solitude de l'entrepreneur qu'on peut ressentir un peu de temps en temps, ou du restopreneur, comme dit ma coach Laurine Blandin. Et donc, en fait, j'ai découvert ces articles, fait des articles quasiment quotidiens, qui résonnaient énormément en moi. Et je me disais, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on vit, etc. Et donc, on a commencé à discuter un peu en off et poliment. Mais dans ma tête, j'étais un peu, non, mais pas besoin de coach, on est déjà une équipe de choc, et puis pas trop le temps. Et finalement, il y a 1 an, un peu l'épiphanie, je réalise que tous nos petits problèmes quotidiens, leur source, c'est un problème de management. Et je me dis, ok, mais là, la montagne est beaucoup trop haute à gravir seule. Et donc, c'est là que je contacte Laurine et que je lui dis, écoute, j'aimerais bien me lancer avec toi pour du coaching. Et c'est vrai que c'est un accompagnement qui est quotidien en réalité. Et c'est quoi son rôle alors exactement ? Alors, son rôle, c'est du soutien émotionnel. Mais c'est aussi, en fait, quand survient une question, c'est de m'aider à l'éplucher. En fait, elle m'aide à gravir toutes les montagnes en enlevant tous les buissons, mais c'est toujours moi qui grimpe. Je sais pas si je fais toujours des allégories absolument pourries. Superbe métaphore. Je viens avec une question, par exemple, comment se débarrasser des divas. Donc on ne s'attendait pas à la fin de cet épisode, bien entendu. Et donc, on fait une session à 2. Et là, en fait, elle va venir poser des petites questions et créer une réflexion plus que me donner des solutions. Ou alors, pour le début du chantier management, elle m'a poussée à comprendre quels étaient nos problèmes, les analyser, et donc, par exemple, faire un board de tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est mal passé dans notre gestion du management au cours des 6 derniers mois. Et donc là, tu comprends pourquoi telle personne, elle est à sa place aujourd'hui et tu sens qu'elle drive bien les équipes et tu la drives bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi un tel s'est mis à fumer l'autre jour dans la salle de pause alors que c'est complètement interdit ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, du coup, à partir de là, tu analyses. Et aussi à faire des organigrammes, donc l'organigramme actuel, l'organigramme rêvé, comment arriver de l'un à l'autre. Et donc, elle trace mon chemin et du coup, j'ai juste à marcher. Et ouais, ça aide dans tout, quoi. Ça fait avancer beaucoup plus vite. Et ça a tout changé pour toi en 1 an ? On a gravi l'Everest et le Mont Blanc en 1 année, quoi. Non, mais tout va beaucoup plus vite. Là où... si j'avais été toute seule, aujourd'hui, je te dirais oui, ce chantier management, j'ai lu tel bouquin, j'ai écouté tel podcast, ça m'a amené à telle réflexion, mais je sais pas si je serais allée dans le concret, tu vois, je sais pas si concrètement j'aurais mené des actions et ça aurait été super long. Alors que là, on l'a lancé en juin 2024 et déjà en septembre 2024, j'avais le tableau de communication, mon organigramme rêvé et donc ça permet vraiment, si tu prends le temps, ça permet d'avancer 1000 fois plus vite, quoi. Et alors, à ton avis, pourquoi aujourd'hui les gens ont envie de travailler chez Avec Amour ? Je pense que c'est pour ce côté un peu familial. Alors, j'aime plus dire qu'on est une famille. Ça, c'est ce que je disais avant. Et quand je voyais les articles, oui, une société n'est pas une famille, je disais, si, nous, on peut.
Autant te dire qu'après l'épisode qu'on a vécu, je revois bien entendu tout ça. Mais une ambiance familiale, ça existe. Et c'est d'ailleurs dans ce genre de société qu'on s'est rencontré avec Antonin, qu'on a grandi. Parce que je trouve que finalement, quand tu commences à travailler, même si on commence à travailler bien plus tard, tu grandis dans une société. Et donc cette ambiance familiale, je pense que c'est ça qui fait que les personnes restent. Parce que on essaie aussi de créer des événements sympas. On organise des réunions full staff 2 fois par an. Parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Et là, c'est vraiment un midi où on ferme, on se retrouve dans un resto. Voilà, il y a des petits discours. L'année dernière, on a fait une remise de médailles un peu honorifiques. Donc, c'est la médaille du salarié le plus rock'n'roll, de celui qui boit le plus de café. Il y a une pizzeria qui s'est ouverte à Montreuil, juste à côté du resto. Donc, parfois, on fait des soirées pizza pendant le service. De créer un peu cette ambiance sympa où le matin c'est le café et on prend le temps en fait de se regarder et de se demander comment ça va et d'être présents les uns pour les autres. Et je pense que ça c'est hyper important de rester humain en fait, tu vois. On n'est pas des machines et ce sont pas des machines à produire et on n'est pas des machines à diriger. Et donc voilà, de garder ce côté humain et ce lien. Tu vois, grâce à Uber Eats on peut avoir des places pour des matchs, donc on est trop content dans ces cas-là, on en quémande assez régulièrement pour pouvoir envoyer des équipes, voir des matchs. Voilà, tu vois, c'est important. On a aussi toute une gamme de vêtements qu'on ne vend pas du tout, mais qui est vraiment en interne, des hoodies, des vestes, des casquettes, et tout le monde est trop content de porter un peu les couleurs d'Avec Amour. C'est un ensemble de petits gestes qui font que aujourd'hui, tout le monde est content de bosser chez Avec Amour. Et donc la leçon, c'est que s'ils ne le sont pas, ils ont le droit de partir, on les laissera partir. J'ai épluché un petit peu ton profil LinkedIn avant cette interview et j'ai vu que l'année dernière, tu t'es donné comme objectif de fin d'année de lancer une campagne marketing qui sort de l'ordinaire tous les mois. Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce projet ? Écoute, l'année dernière, en fin d'année, le dernier trimestre, j'ai réussi. Tous les mois, j'ai réussi à faire une campagne marketing qui sortait de l'ordinaire. En fait, l'objectif, c'était donc une petite campagne marketing. Donc, par exemple, je sais plus quel mois c'était, mais je crois que c'était en octobre. On a fait une opération Golden Ticket. Et à chaque fois, de faire un réel. Je suis très organisée, j'ai des qualités, mais alors celle de monter des vidéos, vraiment pas du tout, quoi. Et de les imaginer. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Mais en fait, on fait vraiment tout maison, tu vois, chez nous. Et donc, du coup, voilà, les réels aussi. Et donc, fin d'année, j'ai réussi à me tenir. Là, début d'année, un peu moins. Donc, on travaille avec un vidéaste, là, depuis le mois dernier. Et je pense que ça va être beaucoup plus pro et beaucoup plus abouti. Mais ça n'empêche que j'ai vraiment un emploi du temps très organisé. Par exemple, mon lundi, c'est vraiment toutes les tâches un peu automatiques. Et donc le lundi, je planifie mes posts sur Instagram. Donc là, par exemple, j'ai repris un peu le contrôle de notre feed. Là où on se disait avant, c'est bon, flemme, ça sert à rien, personne regarde. Bon, en fait, si, pour le référencement, c'est hyper bon. Et d'ailleurs, on l'a vu, là, notre référencement est bien meilleur. Programmer des publications, aussi sur Facebook, sur Google My Business. Donc voilà, le lundi, c'est un peu, mais c'est ces tâches-là un peu automatiques pour m'offrir un peu, tu vois, genre une communication, un marketing sympa, mais quand même sans me prendre la tête et sans que ça me prenne des heures et des heures, quoi. À cette même période, tu t'étais aussi donné comme objectif, je cite, ton souhait c'était un meilleur management, une communication efficace, sérénité pour tout le monde, une équipe soudée, clarification des rôles et responsabilités et mise en place d'objectifs clairs et atteignables. T'es assez ambitieuse sur tes souhaits de fin d'année, oui, ce que je clairement. vois. Et aujourd'hui, ça en est où ? Est-ce que t'es alignée avec tout ça ? Ouais, alors je pense qu'on a une clarification des rôles à refaire du fait de tous les mouvements. Mais sinon, je pense que là, on est hyper alignés. Et suite à tout ce qui s'est passé, c'était un peu, je crois, l'aboutissement de ce chantier parce qu'on n'a plus de divas. On a des équipes hyper enthousiastes, des process clairs. Je pense qu'on est pas mal au bout de ce chantier. Après, c'est un chantier qui continue pendant toute la vie d'une entreprise, bien entendu, mais je suis assez contente de moi. Je pense que dans cet objectif, il y a un sous-objectif qui s'est créé là, qui est l'écriture d'un livre blanc avec absolument tous nos process. C'est quelque chose qui est beaucoup fait quand tu veux franchiser, ce qui n'est pas notre cas. Mais au moins, tous tes process sont écrits. Et c'est ce que nous a appris cette période, c'est que si tu veux former massivement,
parce que ça pourrait se reproduire. Et donc, si tu veux former massivement, c'est quand même plus facile si tu as une base écrite. Donc, c'est un gros travail, je pense, d'1 an encore, parce que comme tout est fait maison, des process, on en a beaucoup. Et au-delà des process, c'est aussi, il y a tout un chapitre qu'on a nommé avec Laurine l'Avec Amour Academy. Et donc, c'est le parcours du salarié, de son entrée à sa sortie. Les perspectives d'évolution, les grilles de salaire. Et donc ça, c'est un travail qu'on va faire au fur et à mesure, qu'on va partager avec nos équipes aussi, et qui s'intègre tout à fait à cet objectif de fin 2024. Génial. Et la petite question de fin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui travaille en restauration, qui souhaite assainir sa relation avec ses employés, ce serait quoi ? C'est de lire Dream Team de Ludovic Giraudon. On en a déjà parlé. Ouais, c'est... Alors, du coup, c'est Laurine, moi, qui me l'a conseillé. Et alors, je déteste les livres pro. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre. Je suis très roman. Je lis beaucoup, mais des romans. Parce que en fait, c'est ma façon à moi de m'évader. Et donc, les bouquins pro, c'est hyper dur. Donc là, j'essaie de m'y mettre via Audible. Mais toujours, vraiment, j'ai du mal. Mais Dream Team... hyper facile à lire et super agréable surtout. Et puis je pense qu'il répondait directement à l'objectif dont tu parlais tout à l'heure et à toutes les questions que je me posais. Et en vrai, même pour tout restaurateur qui veut lancer son restaurant et qui se dit bon franchement tout ce qui est management, on verra un peu plus tard. Ou alors je confie ça à mon manager et moi je m'en occupe pas. Ou enfin... lisez-le quand même. Franchement, on y apprend énormément de choses et notamment comment gérer son équipe en lui transmettant ses propres valeurs, tu vois. Et je sais pas, c'est vraiment, c'est ma Bible. Ludovic est mon gourou, je ne le connais pas du tout. Mais c'est ma Bible et vraiment, dès que j'ai une petite question, dès que je sais plus où j'en suis, je le relis et ça m'aide à trouver des réponses et ça nous a aidé à prendre beaucoup de décisions en termes de ressources humaines avec Antonin. Génial, je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.